Chers élèves, bonjour, bienvenue en cours d'économie. Alors, la séance d'aujourd'hui fait partie toujours de la mondialisation et ses enjeux. Vous avez déjà effectué lors des séances précédentes les deux premiers chapitres, à savoir les échanges internationaux de biens et services et leur évolution, l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services. Lors de cette séance, on va enchaîner dans le cadre du chapitre 3, les firmes multinationales, puisque dans une séance précédente, vous avez assisté avec mon collègue à la première section concernant la notion de firme multinationale. Avec moi aujourd'hui, on va élaborer la section 2 concernant les mobiles de la multinationalisation. En effet, cette section 2 du chapitre 3, les firmes multinationales, qui s'intéresse aux mobiles de la multinationalisation, va être effectuée en deux étapes. D'abord, dans le grand A, on va s'intéresser aux mobiles liés à la maîtrise des coûts. Ensuite, dans le grand B, on va s'intéresser aux mobiles liés au marché et à l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on entend dire par mobile? En fait, un mobile de la multinationalisation, c'est un facteur qui a poussé les firmes à se multinationaliser. Et vous avez vu dans la première section, lors de la séance précédente, comment une firme peut se multinationaliser et devenir une FMN. Donc, on va voir dans cette section qu'est-ce qui pousse les firmes à se multinationaliser et à devenir des FMN. Donc, en fait, il y a deux principales raisons. D'abord, c'est le besoin de maîtriser les coûts de production. Ensuite, c'est le besoin de s'installer dans un marché et dans un environnement favorable. Commençons tout d'abord, tout de suite, par les mobiles liés à la maîtrise des coûts. Donc, comme on avait l'habitude de faire, pour élaborer une partie du cours, on va consulter des activités et des documents qui figurent dans votre manuel scolaire. Donc, concernant le grand A, les mobiles liés à la maîtrise des coûts, donc on va se poser cette question et on va essayer de répondre à cette problématique principale. Comment les FMN maîtrisent-elles leurs coûts de production grâce à la délocalisation, c'est-à-dire les solutions que peuvent adopter les FMN pour se délocaliser de leur pays d'origine vers les pays d'accueil, et grâce à cette délocalisation, elles réussissent à maîtriser, à limiter, à diminuer leurs coûts de production. Comme on peut le voir ici dans cette image, donc il s'agit d'un produit de textile, donc ce vêtement qu'une firme américaine peut produire chez elle, dans son pays d'origine, aux USA, donc le coût total serait de 13,22 $. Par contre, si cette même firme américaine décide de se délocaliser au Bangladesh et de produire plutôt ce même bien au Bangladesh, au lieu que ça va lui coûter 13,22 $, ça ne va lui coûter que 3,72 $ avec la délocalisation au Bangladesh. Donc, on peut voir ici pourquoi ça coûterait 13,22 $ aux USA, parce que la firme va supporter 7,47 $ pour les coûts de la main-d'œuvre, elle va supporter 5 $ coût de la matière première et elle va supporter 0,75 $ pour les coûts de fabrication. Par contre, ces mêmes coûts vont donc être beaucoup plus faibles si elle va se délocaliser au Bangladesh. Donc, la main-d'œuvre va coûter seulement 0,22 $ au lieu de 7,47 $. La matière première va coûter seulement 3,30 $ au lieu de 5 $. Le coût de fabrication va coûter 0,20 $ seulement
au lieu de 0,75 $. Et c'est ce qui explique donc que les FMN arrivent à maîtriser leur coût de production grâce à la maîtrise de différents coûts donc impliqués dans le coût total de production par la délocalisation vers des pays d'accueil. Donc, commençons tout d'abord par la maîtrise des coûts de la main-d'œuvre. Alors, on va recourir à ce premier document de la liste. Il s'intitule « Les charges salariales et sociales ». Donc, déjà, d'après le titre, on peut comprendre qu'il s'agit des coûts de la main-d'œuvre. Donc, la firme cherche à comprimer, à maîtriser ses coûts salariaux et ses coûts sociaux, et par là même, elle va maîtriser ses coûts de production. Alors, on va voir comment. L'abaissement des coûts salariaux constitue l'un des facteurs les plus déterminants pour expliquer l'implantation à l'étranger. Les pays où se trouve une main-d'œuvre à bonne productivité et extrêmement bon marché polarisent de plus en plus les délocalisations. Ajoutons que la considération du couple salaire-productivité doit être complétée par la prise en compte de la faiblesse des coûts sociaux, du fait de l'inexistence ou du caractère embryonnaire des systèmes de sécurité sociale, de l'inexistence ou du caractère moins contraignant des réglementations du travail, telles que les horaires du travail, tels que le travail des femmes, le travail des enfants, les congés, etc. Enfin, de la faiblesse des organisations syndicales, ce qui réduit d'autant l'intensité des revendications. Comme on peut voir dans ce document, il nous informe deux informations principales. D'abord, l'abaissement des coûts salariaux. Ensuite, la faiblesse des coûts sociaux. Donc, grâce à ces deux avantages que la FMN peut en bénéficier lorsqu'elle se délocalise dans un pays d'accueil, donc elle pourra maîtriser ses coûts de production. Ça veut dire quoi, abaissement des coûts salariaux? Ça veut dire que si la FMN se délocalise vers un pays d'accueil où la main-d'œuvre, non seulement elle est abondante, mais en plus, c'est-à-dire non seulement elle est abondante, donc elle est faiblement payée, donc elle est extrêmement bon marché, mais en plus elle est très productive. Donc c'est le couple des deux critères salaire-productivité qui intéresse les FMN. Elles ont besoin d'employer une main-d'œuvre à la fois faiblement payée et très productive. Pourquoi? Pour alléger les charges salariales. Mais en plus, les FMN cherchent à avoir des coûts sociaux très très faibles. Donc, où est-ce qu'elles vont se déplacer, ces FMN? Elles vont se délocaliser dans les pays où les systèmes de sécurité sociale sont soit inexistants, soit très très souples et très flexibles. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas obligées nécessairement de payer une grande assurance maladie, de garantir les pensions de retraite, d'assurer à leurs employés et ouvrières des sécurités sociales très importantes. De même, les FMN préfèrent se délocaliser vers les pays où la réglementation du travail est très faible et très souple. Donc, il n'y a pas vraiment des lois très fixes qui précisent que les horaires sont limités, que les heures supplémentaires doivent être payées. De même, dans certains pays, le travail des femmes n'est pas très protégé. Le travail des enfants n'est pas carrément contrôlés ou interdits, les congés ne sont pas prédéfinis dans une loi, etc. Et surtout, les FMN peuvent alléger et comprimer les charges sociales lorsqu'elles se délocalisent vers des pays d'accueil où les organisations syndicales sont très faibles, c'est-à-dire les ouvriers et les travailleurs n'ont pas la chance ou le droit de s'organiser dans un genre de syndicat pour revendiquer tous leurs droits concernant les conditions du travail. Alors, j'ai choisi deux autres types de documents qui ne sont pas nécessairement des textes et à travers lesquels on peut dégager les mêmes idées. Donc, ce n'est pas toujours
ce n'est pas toujours limité à un texte, le pouvoir de dégager des idées importantes. Donc, vous pouvez avoir affaire à des documents qui ne sont pas des textes dans votre question de dissertation lors de votre examen. Donc, vous devez être capable de pouvoir dégager les mêmes idées qu'on peut trouver dans un texte et qu'on peut trouver dans un autre type de document qui n'est pas un texte. Donc, ici, vous avez une grille ou une échelle qui montre combien est le coût horaire dans le secteur du textile en dollars pour l'année 2011. Donc, si par exemple la FMN est française et qu'elle reste en France, elle sera obligée de payer donc la main-d'œuvre dans le domaine du textile 31 dollars de l'heure. Par contre, si cette même firme se déplacera par exemple en Turquie, ou au Maroc, ou même en Tunisie, en Chine, ou encore au Bangladesh. Alors, regardez ces 31 dollars de l'heure, combien ça va descendre jusqu'à 4,9 $ en Turquie, 2,9 $ au Maroc et 2,6 $ de l'heure en Tunisie. Donc ici, cette caricature, ça peut être aussi un document. Donc dans cette caricature, on voit des ouvrières à leur poste, donc elles sont en train de coudre des vêtements et il y a un genre de contrôleur ou de patron qui hurle derrière elles et qui leur précise que les ouvrières n'ont le droit que de se taire. Donc le fait de se taire, ça veut dire qu'elles n'ont pas le droit de revendiquer ni des augmentations salariales, ni d'être payées sur les heures supplémentaires, ni d'avoir une assurance maladie, ni rien du tout. Donc elles sont en train de coudre les vêtements, mais c'est comme si elles sont en train de coudre leur bouche pour ne pas parler, pour ne rien demander. Donc c'est une caricature, mais c'est une façon sarcastique ou satirique de montrer que dans certains pays, les FMN maîtrisent leurs coûts du travail en maîtrisant les coûts salariaux et sociaux. Première prise de note donc, dans votre cours, qu'est-ce qu'on va noter dans l'explication du premier mobile? La baisse des coûts de la main-d'œuvre est un facteur qui peut nous permettre de maîtriser les coûts de production. Donc, les FMN réussissent à maîtriser les coûts de production en abaissant les coûts de la main-d'œuvre. Comment? À travers la délocalisation des activités intensives en facteur travail vers les pays d'accueil où les coûts salariaux et sociaux sont remarquablement plus faibles que dans le pays d'origine, ce qui améliore leur compétitivité prix. Évidemment, si elles vont supporter des coûts plus faibles, elles vont améliorer leur compétitivité prix. On peut noter ici aussi, elles cherchent d'abord les pays où la main-d'œuvre est abondante, c'est-à-dire existe en grande quantité, une grande population active. La main-d'œuvre est très productive et la main-d'œuvre surtout doit être faiblement rémunérée, c'est-à-dire faible niveau de salaire. Elles cherchent ensuite les pays où le contrôle de l'État n'est pas très strict. C'est-à-dire que l'État ne contrôle pas les conditions du travail. Il n'y a pas une législation du travail prédéfinie. Ou alors, même si il y a une loi qui prédéfinit les conditions de travail, cette loi, elle est très flexible, surtout vis-à-vis des firmes multinationales. Ou encore, la sécurité sociale est quasi absente. C'est-à-dire pas de problème pour la FMN pour assurer ses travailleurs. Et où le pouvoir des syndicats des travailleurs est négligeable. Qu'il y a ou qu'il n'y a pas de syndicats de travailleurs, c'est la même chose pour la FMN parce que ces travailleurs ne vont pouvoir rien demander, surtout pas des augmentations salariales. Passons à un autre document, le deuxième document de notre liste de tout à l'heure. Donc, on va voir pour le deuxième mobile que les FMN peuvent maîtriser leurs coûts de production lorsqu'elles vont se rapprocher de deux choses. D'abord, de leurs clients, ensuite de leurs fournisseurs. Donc, on va voir dans ce document comment les FMN maîtrisent leurs coûts de production en se rapprochant du fournisseur,
d'abord. Ensuite, on va enchaîner avec la deuxième partie de ce même document parce que c'est un document assez long. Donc on va voir la suite de ce document tout à l'heure pour voir comment elles veulent se rapprocher de leurs clients. Alors, un motif évident pour expliquer le passage d'une stratégie d'exportation à une stratégie de production sur place et la prise en compte des coûts de transport. Il est évident que la production à proximité du marché final constitue un moyen radical de réduire ces derniers. Mais il semble qu'en raison des progrès réalisés dans les transports internationaux, la considération des coûts de transport ne joue que pour certaines branches. Dans le secteur pétrolier et minier, par exemple, les usines de raffinage ou de transformation sont rarement situées à proximité des gisements. Les exigences de la spécialisation des unités productives en filiales ateliers entraînent le recours à des modes de transport extrêmement coûteux. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que certaines FMN remplacent la simple stratégie d'exportation, c'est-à-dire produire dans le pays d'origine, puis se limiter à exporter vers les autres pays. Donc, elles remplacent cette stratégie par la stratégie de production sur place. Sur place où? Ça veut dire sur place, là où il y a leurs clients, là où il y a leurs fournisseurs. Pourquoi? Pour tout simplement réduire, c'est-à-dire limiter ou faire diminuer donc les coûts de transport. Voilà. Donc la solution réside dans le fait que là, il faut produire à proximité, c'est-à-dire être proche du marché final, là où il y a le client ou le fournisseur. Donc, à noter que cette stratégie ne peut pas être applicable dans tous les domaines ni dans tous les secteurs. Surtout dans le secteur pétrolier et minier, ceci est un peu difficile à réaliser et ça nécessite des coûts de transport très coûteux. Donc, ça s'applique dans certains domaines et non pas dans tous les domaines. Alors, donc cette image-là montre bien donc, que dans le prix final du vêtement qu'on achète, alors quel est le pourcentage de chaque étape dans le coût d'un jean? Alors, si le coût de production total représente 10% du prix final du jean, le coût de transport n'est pas moins important. Il représente quand même 5%. Donc, cette part de 5% dans le coût total d'un jean n'est pas une part négligeable parce que plus il y a des allers-retours, et vous avez vu dans la section précédente que les FMN, dans la majorité des cas, font beaucoup d'échanges intra-firmes, donc des allers-retours entre maison mère et filiales ou même entre les filiales elles-mêmes. Donc, plus que les distances sont grandes, plus les uns et les autres sont éloignés, plus le coût de transport de marchandises ou de matières premières ou de produits finis va gonfler et cette part de 5%, elle va être une part importante. C'est pour cela que les FMN cherchent à maîtriser leurs coûts de production en réduisant les coûts de transport. Deuxième mobile à retenir, deuxième prise de note dans notre cours, c'est que la baisse des coûts de transport internationaux, elle permet de maîtriser les coûts de production. Les FMN réussissent à maîtriser les coûts de production en abaissant les coûts de transport internationaux à travers la délocalisation des activités vers les pays d'accueil les plus proches géographiquement, qui se trouvent dans le même pôle que le pays d'origine. Pour pouvoir réaliser la DIPP, à savoir décomposition internationale du processus productif, au moindre coût de transport et améliorer bien évidemment leur compétitivité prix. Donc on a déjà vu que les FMN adoptent la DIPP dans la section précédente et dans le cadre de la DIPP, il y a beaucoup de va-et-vient de la marchandise et donc des produits. Donc de préférence que la majorité des filiales, si ce n'est pas la totalité des filiales dans les pays d'accueil, soit dans des pays très proches géographiquement et à commencer par les pays qui se trouvent dans le même pôle
de la firme, de la maison mère et du pays d'origine. Elles cherchent d'une part la proximité des pays où se trouvent leurs fournisseurs de matières premières ou des produits semi-finis. Pourquoi? Pour réaliser les échanges intra-firmes entre maisons mères et filiales commerciales d'approvisionnement au moindre coût. Donc, sachant que la filiale commerciale d'approvisionnement, c'est elle qui va fournir la matière première ou les produits semi-finis aux autres filiales ou à la maison mère. Elles cherchent d'autre part la proximité des pays où se trouvent leurs clients et consommateurs du produit fini. Pourquoi? Pour réaliser les échanges intra-firmes entre maisons mères et filiales commerciales de distribution au moindre coût. C'est-à-dire que lorsque le produit va sortir de la filiale atelier pour aller vers les différents points de vente, de préférence que pour arriver jusqu'au client et au consommateur final, de préférence que ce soit un pays proche géographiquement pour supporter des coûts de transport moins élevés. Alors, passons au troisième mobile. Donc maintenant, notre document va s'intéresser aux avantages fiscaux et financiers. Donc d'autres avantages que la firme cherche dans sa stratégie de multinationalisation. Donc pourquoi elle cherche des pays où il y a des avantages fiscaux et financiers et à quel moment on dit que c'est un pays qui présente des avantages fiscaux, qui présente des avantages financiers à la firme et donc à quel moment la firme a intérêt à se délocaliser. Peu de pays sont des paradis fiscaux parfaits, offrant un taux d'imposition à 0% sur tous les bénéfices que lorgnent les FMN, des enfers à 50%. De l'enfer au paradis, il y a toute une progression. De nombreux pays accordent des facilités fiscales, mais en les restreignant à certains types d'activités. Font partie de cette catégorie des pays comme Andorre, Bahreïn, Haïti, Malte et Monaco, etc. Plus rares, mais nettement plus intéressants pour une multinationale sont ceux qui allient avantages fiscaux d'ordre général à d'autres atouts financiers. La Suisse remplit ces conditions, donc c'est un pays doublement avantageux sur le plan fiscal et sur le plan financier. On peut s'y assurer, donc en Suisse, on peut s'y assurer sans difficulté les services de comptable, les services de courtier en valeurs mobilières, les services juridiques. Les banques en Suisse possèdent des correspondants dans le monde entier et octroient divers avantages et le secret bancaire est rigoureusement gardé. Donc, plein d'avantages fiscaux et financiers que les FMN cherchent à en bénéficier dans les pays d'accueil et c'est pour ça qu'elles se délocalisent. Pourquoi? Parce que généralement, leurs pays d'origine sont des enfers à 50% et appliquent la fiscalité de façon très lourde jusqu'à demander 50% des bénéfices comme impôt pour l'État pour certaines activités. Donc, pour ces activités, justement, les firmes multinationales préfèrent sortir de cet enfer pour aller au paradis. Donc, c'est quoi un paradis fiscal? Un paradis fiscal, c'est un pays où le taux d'imposition peut aller jusqu'à 50% sur les bénéfices de la firme. Alors, comment voulez-vous que les firmes ne font pas la course vers ces paradis fiscaux? Donc, ces pays, donc voilà la liste de certains pays. La plus connue à travers le monde, c'est la Suisse. Donc, pourquoi? Parce que c'est un pays doublement avantageux. Donc, à part les avantages fiscaux de la Suisse, à part le fait qu'il soit un paradis fiscal, c'est un paradis financier pour les raisons qu'on vient d'énumérer. Donc, des services de comptabilité de très haut niveau, de très haute compétence. On peut placer les bénéfices dans des valeurs mobilières très rentables. On a des services bancaires très avantageux et surtout le secret bancaire pour les bénéfices de ces firmes. Alors, donc, j'ai choisi de vous montrer les drapeaux des principaux paradis fiscaux à travers le monde. On retrouve ici la Suisse, leader des paradis fiscaux en Europe. Vous avez aussi en Europe le Luxembourg,
connu aussi. Vous avez aussi donc Chypre. Vous avez le reste des pays, c'est des pays du continent américain. Donc le leader, c'est les îles Caïmans. Vous avez la Barbade, vous avez les Bahamas, les Bermudes, les îles Vierges et bien sûr, non moins connu que la Suisse, le fameux Panama. Et enfin, des paradis fiscaux en Asie. Oui, il existe aussi en Asie, donc Hong Kong et Singapour. Alors, qu'est-ce qu'on va noter dans notre cahier pour notre cours dans le mobile 3? C'est que la réduction des charges fiscales et financières, elle est un facteur favorable pour maîtriser les coûts de production. Les FMN réussissent à maîtriser les coûts de production en réduisant les charges fiscales et financières à travers. Donc, vous voyez, j'ai répété, j'ai essayé de refaire presque le même style de prise de notes pour vous faciliter l'apprentissage, pour vous faciliter donc la récapitulation. Pas la récapitulation, mais le fait de mieux mémoriser les informations. Donc, à travers la délocalisation des activités vers les pays d'accueil les plus attractifs. Un pays attractif, c'est un pays qui est avantageux, qui attire l'attention des FMN vers lui. Donc, vers les pays d'accueil les plus attractifs pour les investisseurs étrangers, pour pouvoir réaliser les IDE, c'est-à-dire investissement direct étranger, au moindre coût d'investissement et bien sûr pour améliorer la compétitivité prix. Elle cherche d'un côté des pays offrant des allègements fiscaux. Un allègement fiscal, c'est une fiscalité très légère, très souple, à des taux d'impôt très bas. Donc, voire même des exonérations fiscales. Donc, dans un paradis fiscal, et pour certaines activités, on demande 0% d'impôt. C'est ce qu'on appelle une exonération fiscale. Pour certains nombres d'années, donc avec des TVA supprimés. Certains paradis fiscaux donc, ne demandent aucune TVA pour certaines marchandises et dans certains domaines, avec des impôts sur les bénéfices des sociétés très faibles et avec des droits de douane limités pour certaines marchandises. Évidemment, puisque la FMN est obligée de faire beaucoup d'échanges intra-firmes, donc à chaque passage de la douane pour sa marchandise, elle est obligée de payer des droits de douane. Plus les droits de douane sont limités, plus elle pourra maîtriser ses coûts de production. Elle cherche d'un autre côté des pays offrant des conditions d'investissement stimulantes avec des frais financiers limités, des taux d'intérêt pour les crédits faibles, des échéances de remboursement flexibles. Donc, qu'est-ce qui peut stimuler et encourager une firme à aller se délocaliser vers un pays plutôt que vers un autre? C'est les conditions du financement donc, qui sont intéressantes, qui lui permettent de faire son investissement au moindre coût. Passons à cet autre document, donc concernant la maîtrise des coûts à travers les économies d'échelle. Donc, comment les FMN maîtrisent leurs coûts de production grâce à cette stratégie? Dans bien des secteurs, la mondialisation signifie que la concurrence s'exerce à l'échelle mondiale et non plus nationale, ni même continentale. Les entreprises cherchent à tirer de tous les effets d'échelle pour abaisser leurs coûts. Une usine est ainsi susceptible de produire pour plusieurs marchés nationaux, voire pour le marché, pour le monde entier. L'évolution du jeu concurrentiel a ainsi des effets sur la taille des multinationales. Les effets d'échelle les poussent à croître sur différents marchés. Voilà, donc, quelle est la contrainte auquel s'opposent les FMN? C'est la concurrence à l'échelle mondiale. Avec le phénomène de la mondialisation, elles ne sont plus tenues d'être compétitives que sur leur propre marché des pays d'origine. Elles sont obligées d'être concurrentielles, plus compétitives sur le marché mondial.
la solution dans ce cas, c'est d'appliquer les économies d'échelle. La solution dans ce cas, c'est d'abaisser les coûts de production. Et bien sûr, pour être présent de façon compétitive sur les marchés, le marché mondial, il faut faire des effets sur la taille de production et il faut être de grande taille sur les différents marchés. Donc, il faut appliquer les économies d'échelle. Alors, cette photo, elle illustre bien ce qu'on veut dire par économie d'échelle. Donc, regardez la taille de cette usine, regardez le nombre de postes, regardez le nombre d'ouvrières affectées à ces postes-là. C'est ce qu'on appelle produire à grande échelle. C'est ce qu'on appelle stratégie d'économie d'échelle. Donc, les filiales ateliers, surtout des multinationales, elles sont généralement de cette taille. Elles ont généralement donc une grande taille. Elles pratiquent généralement la stratégie de l'économie d'échelle. Pourquoi? Pour produire en masse, pour produire en série, pour être capable de produire une quantité suffisante pour répondre au marché national, mais aussi au marché international. Quatrième mobile à retenir, c'est la baisse du coût moyen, qui permet donc de baisser le coût total de production. Les FMN réussissent à maîtriser les coûts de production en abaissant les CUMP. Vous avez déjà vu le CUMP en cours de gestion, à savoir les coûts unitaires moyens pondérés, à travers la délocalisation d'un nombre de plus en plus important de filiales vers de plus en plus de pays d'accueil, ce qui permet d'appliquer les économies d'échelle, ce qui permet de produire en masse et en série. Ça permet aussi d'élargir l'échelle de production et de satisfaire aussi bien le marché national que le marché international. Cette économie d'échelle permet de répartir les coûts de production sur une plus grande quantité produite, ce qui permet de fixer des prix de vente plus compétitifs et moins chers que les concurrents. Bien sûr, en étant plus compétitif côté prix, on améliore la compétitivité prix et on peut vendre des produits moins chers que les concurrents. Donc, compte tenu de tous ces documents et de ces 4 prises de notes, on peut récapituler tout cela dans ce genre de schéma. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir dans cette séance? On vient de voir qu'il y a des mobiles qui poussent les FMN à maîtriser leurs coûts de production et donc à se multinationaliser. Donc cet objectif peut être réalisable grâce à 4 moyens ou de 4 façons. La première solution, c'est de baisser les coûts de main-d'œuvre. C'est ce qui baisse et maîtrise les coûts de production et c'est ce qui c'est ce qui explique la multinationalisation. Deuxième mobile, donc en abaissant les coûts de transport internationaux, la FMN maîtrise ses coûts de production. Troisième moyen, en s'implantant dans des pays d'accueil où elle peut réduire les charges fiscales et financières, donc payer moins d'impôts que possible, la FMN peut maîtriser ses coûts de production. Et enfin, donc, si la FMN multiplie ses filiales et agrandit sa taille de production et applique les économies d'échelle, elle peut baisser le coût moyen de production et donc elle peut maîtriser son coût de production total. Voilà le contenu de cette première partie concernant les mobiles de la multinationalisation et plus précisément concernant les mobiles liés au coût à la maîtrise des coûts de production est terminé. Je vous remercie. On va s'arrêter là pour l'instant. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la séance prochaine pour la suite de la section. Au revoir.